Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Émilie Lebay qui est directrice des programmes chez Dialogue Health. C'est un organisme qui propose des voyages d'études sur la santé, le médico-social, voilà, à travers le monde. Et on avait déjà fait un épisode ensemble il y a janvier 2021, ça date un peu, où on parlait de l'approche au Japon de la maladie d'Alzheimer sur des centres plutôt type accueil de jour très ouverts. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe pour l'accompagnement des personnes âgées aux États-Unis, donc continent américain. Donc merci Émilie de participer une deuxième fois à ce podcast. Tu vas pouvoir aussi voilà, nous raconter plein de choses parce qu'en plus, tu me disais que tu as vécu aux États-Unis. Mais avant de se lancer dans tout ça, je te propose de te représenter. Bonjour à tous, merci beaucoup Arnaud de m'avoir invité. Donc je suis Émilie Lebay, je suis à la base directrice d'hôpital française et depuis 2017 je suis partie vers d'autres horizons. J'ai vécu pendant effectivement 3 ans aux États-Unis et puis 2 ans à Berlin en Allemagne et là depuis janvier j'habite à Amsterdam et je travaille pour Dialogue Health qui est un organisme de formation français, on est basé à Bordeaux. Et on organise des voyages d'études dans le secteur de la santé, du médico-social et de donc, personnes âgées, personnes handicapées. Donc, on organise des voyages pour des personnes françaises, mais aussi pour des délégations brésiliennes, singapouriennes, kazakhs, australiennes. Voilà, on fait voyager des gens de tous les pays, vers tous les pays, à la découverte des meilleures pratiques, en tout cas de bonnes pratiques pour améliorer la qualité des accompagnements des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et à l'hôpital. Ouais, c'est super hein, de pouvoir aller s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Là, vos derniers voyages, j'ai vu, vous êtes retourné au Japon. Les destinations tendances médico-sociales, c'est quoi? Alors, en ce moment, on va beaucoup aux Pays-Bas. Bon, Il y a c'est beaucoup de choses aux un heureux Pays-Bas. hasard que j'y ai déménagé, mais c'est très, très intéressant, notamment sur des nouvelles façons de penser l'hébergement collectif dans une approche plus domiciliaire. C'est assez intéressant. Le Japon, c'est toujours un hit, c'est toujours très intéressant. On vient de finir une délégation à Bilbao sur l'accompagnement des personnes qui vivent avec un trouble du spectre autistique et c'était absolument passionnant. On va le refaire ouvert au public prochainement. C'était complètement très très inspirant. Et sur les personnes âgées, on va souvent en Suède par exemple. Et on a été en 2019 aux États-Unis, donc je vais pouvoir vous partager un peu ce qu'on avait découvert à ce moment-là. Alors, juste petite parenthèse, Bilbao, il se passe quoi? Alors à Bilbao, ils ont des associations. En fait, l'autorité régionale a beaucoup investi dans l'accompagnement, l'insertion des personnes en situation de handicap. Et du coup, ils ont des grosses associations de familles qui ont mis en place des prises en charge très précoces des enfants avec des troubles du spectre autistique, ce qui permet du coup de nettement améliorer les résultats. Et puis des systèmes voilà, de colocation, de soutien à l'école. Enfin, c'est très global et très intéressant. Ok, d'accord. Alors, les États-Unis, est-ce que, pour commencer, tu peux nous peut-être faire un petit peu planter le décor, le contexte, comment ça se passe, c'est quoi les grandes lignes et les tendances, les problématiques de l'accompagnement des personnes âgées aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, comme on l'a tous en tête, tout est cher. Tout ce qui est sanitaire, social, médico-social, c'est beaucoup des restes à charge. Il y a des assurances publiques, Medicare et Medicaid, pour les soins de santé. Il y a un système de sécurité sociale avec un minimum vieillesse qui est vraiment minimal. Et Hmm. puis, du coup, les personnes prennent des assurances dépendance complémentaires qui vont les aider à financer les soins de longue durée.
mais les coûts sont très élevés, donc il y a vraiment beaucoup de reste à charge sur les personnes. En 2014, le coût moyen d'un hébergement en EHPAD, c'était 80 000 dollars à l'année. Les Américains gagnent pas autant d'argent, hein. C'est pas, 80 000 dollars, c'est pas un revenu médian aux États-Unis, c'est quand même déjà des hauts niveaux de salaire pour pouvoir payer un hébergement à ce niveau-là. Ouais, et puis bah du coup, on peut imaginer, nous, on est, allez, à 2 000 euros, on est dans les pas trop cher, mais ça peut être, on est plus maintenant, inflation, tout ça, sur du 2005, donc on arrive aux 30 000 par an, hébergement, mais derrière, il y a au moins une part équivalente sécurité sociale. Donc quand on pense Voilà, États-Unis, sécurité sociale, en fait, il n'y a pas derrière. Donc c'est voilà, fois c'est deux. ça. Ouais. Il faut tout payer soi-même, ouais. Y compris Ouais, les soins. Mm, et y compris les soins. Et mm. puis on peut peut-être aussi imaginer enfin, plus d'inégalités sociales avec des écarts de salaire, et du coup, pour toute une partie de la population, en fait, c'est juste, c'est pas accessible, quoi. Et puis nous, on a l'aide Voilà, sociale. voilà, c'est ça. Il y a des EHPAD publics Ouais, financés par Medicare, l'assurance publique. Euh, mais il y en a pas beaucoup. Enfin, voilà. Du coup, la tendance, c'est quand même vraiment, et puis bon, qui va avec aussi une tendance globale, hein, qui est pas que aux États-Unis, la tendance, c'est vraiment de favoriser le maintien à domicile autant que possible en mettant en place des aides qui peuvent être très intensives. ok. Toi, tu as visité des EHPAD aux États-Unis? Oui, 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 j'en ai visité. Alors, c'est assez, c'est un peu l'idée qu'on en a. C'est assez, bon, c'était des EHPAD, c'était pas des EHPAD publics, mais c'était des EHPAD privés à but non lucratif ou à but lucratif. Et c'est tout de suite assez, pour nous, ça semble assez chic, quoi. Genre moquette, gros rideau. Ça fait vraiment un peu comme comme on voit les maisons américaines dans les séries. C'est en mode un peu old school, un peu bourgeois, quoi. Ouais, ok, très hôtelier, quoi. Très hôtelier, Très, voilà. Gros focus sur la prestation hôtelière. Ce qui est ok, intéressant sur les EHPAD, c'est que souvent, on ne trouve pas de structure qui va avoir que de l'EHPAD, par exemple. Quasiment systématiquement, ils vont avoir des lits de résidence-service, des lits d'EHPAD, des places d'accueil de jour, enfin une offre qui va être polyvalente pour accompagner la personne, pour capter en fait finalement la clientèle sur l'intégralité de son parcours et pouvoir offrir des prestations qui augmentent. Et ils ont un modèle économique qui est assez intéressant aussi. C'est des communautés de retraités continus. Alors, c'est une très mauvaise traduction. Où en gros, la personne va payer le même prix qu'elle soit en résidence service ou en hôtel, en appartement au sein de la résidence que quand ils seront en EHPAD, ce qui permet de lisser en fait le coût sur plusieurs années, faire une moyenne et éviter d'avoir à la fin de sa vie à payer 150 000 dollars par an. Du coup, on paye, voilà, ils payent les 80 000 sur plusieurs années, ce qui leur permet qu'il n'y ait pas de rupture de prise en charge et qu'ils puissent rester au même endroit et de lisser les coûts, notamment ok. par rapport à leur assurance. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que il y a quand même peut-être en France quelques EHPAD maintenant qui s'adossent, qui ont voilà, mais c'est peu. Et puis un accueil de jour en général, c'est peu de place. Et puis les temporaires, c'est encore moins de place. Et c'est vrai que nous, on est très centré EHPAD en fait. Et puis on a Mm. les résidences autonomie qui sont en parallèle, et les Voilà, résidences services qui sont encore un peu à part, quoi. voilà. Là, en gros, ils regroupent tout sur des campus et les personnes peuvent voilà, finir. Ils y vont quand ils sont encore assez autonomes et puis Ouais. comme ça, ils ont plus à bouger, quoi. Ok, la notion de campus, c'est intéressant. Alors ça donne une idée de taille en fait assez très grande, tu vois. On imagine parce que voilà le campus universitaire où en fait c'est plus qu'une ville et tout ça. Euh, Nous en France, on va considérer que bah, l'EHPAD moyen c'est 60, 70, 80 places, qu'au-delà ça devient une grosse structure. Un EHPAD aux États-Unis, du coup, c'est quoi le nombre de places Alors là, je peux prendre l'exemple un campus à San Francisco qu'on avait visité. Du coup, ils avaient donc des consultations médicales, des unités de court séjour gériatrique et de soins de suite et réadaptation. Donc, ils avaient des choses quand même plus médicales, vraiment. Ouais, du Une unité sanitaire. de psychiatrie aiguë, une pharmacie
et des soins de longue durée avec des unités Alzheimer. Là, ils avaient 360 lits, dont 260 étaient affiliés à l'aide sociale, donc Medicaid, et des centres d'activité. Donc là, ils étaient sur 600 professionnels, donc plus de 300 soignants. Bon, c'est à San Ouais. Francisco, hein, donc on est sur Oui, une une méga grosse ville. métropole, Ouais, mais après, tu vois, ouais. parce que cette dimension-là, nous, c'est un hôpital, quoi. C'est plus de Oui, l'EHPAD, c'est non, du. Et non, puis en c'est plus, tu as clair. des services sanitaires et tout ça, donc on est vraiment Mm. sur du très lourd et c'est pas, nous, c'est pas. Limite, il y en a quelques-uns rattachés aux établissements hospitaliers qui vont avoir aussi cette offre-là, mais ça reste Et oui, pas ça la, reste pas la rare. norme, Mm. quoi. Et ils disaient qu'ils venaient d'ouvrir, ils allaient ouvrir un nouveau bâtiment et ça serait 130 logements avec assistance. Donc on voit vraiment que c'est ça, c'est des, euh, je sais plus le mot en français, mais voilà, c'est des petits Plus la logique appartements, résidence-service, quoi. On voilà, vient habiter là et résidence-service avec puis des loyers. Et puis on vient apporter les services parce que du coup sur site ils ont une équipe de soins à domicile par exemple. ouais, Donc, du coup, ils peuvent proposer les services. Ils avaient des unités fermées mémoire, donc on voit bien les priorités. C'est du domicile, des appartements avec la possibilité d'apporter des services. Unité mémoire, parce que voilà, je pense que l'évolution de la maladie d'Alzheimer, c'est partout et que du coup, il faut qu'ils en ouvrent. Et puis, ils avaient, ce qui était intéressant, un rez-de-chaussée, donc c'était un petit immeuble, avec un centre communal qui va comprendre un café, des magasins, un auditorium, un cinéma, une piscine thérapeutique chauffée, une salle de fitness, un atelier d'art plastique, une bibliothèque, un restaurant de 130 places où les personnes qui habitent dans les appartements peuvent habiter. Et cet espace est ouvert. Donc ça, c'est vraiment assez typique hein, comme manière d'apporter la vie au sein de l'établissement. ouais, ce que nous on appellerait le tiers-lieu. Sauf Mm. qu'on va mettre peut-être, oui, un café, un petit restaurant, mais cinéma, piscine et tout, c'est pas Non, le. Bon, là, après, on est sur de la grosse ville, hein. On n'est pas... Mais quand même, c'est intéressant, je Ouais. trouve. Où on fait de la Mm. ville dans la ville, en fait, hein. C'est Ouais, ouais, un ouais. village. Et c'est vrai que nous, on n'est pas là-dessus. On est plus sur un établissement qui va aller s'intégrer dans le quartier et pas un quartier à part entière. Mm. Euh, on parlait du coup aussi des centres d'activité de jour. Oui, c'était un des éléments dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est vrai que ce que je trouve intéressant dans les différentes approches qu'on voit à l'étranger et notamment aux États-Unis, c'est que là où nous, on saucissonne tout et du coup, on va avoir 10 acteurs différents qui vont faire 10 services différents, eux, c'est souvent regroupé et porté par une même structure. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire là sur les établissements d'hébergement où du coup, on va avoir toutes les structures au même endroit. Et c'est aussi pareil pour le maintien à domicile. Et là, on avait visité à Palo Alto, donc c'est au cœur de la Silicon Valley. Donc là aussi, on est sur des profils des personnes âgées qui ont des bons moyens, hein. On n'est pas forcément sur des personnes avec des Ouais, moyens faibles. Mais bon, ils ont aussi des structures pour des quartiers moins aisés. Et du coup, c'est un centre d'accueil de jour donc, qui est dans le centre-ville de la ville qui est porté par une association à but non lucratif et qui du coup propose plein d'activités pour favoriser le maintien à domicile. Donc ils ont tout un programme d'activités de MJC finalement, donc des cours de fitness, des cours de yoga, mais qui vont être adaptés pour les personnes âgées avant qu'elles rentrent théoriquement dans le système des soins de longue durée. Donc, pour créer du lien déjà et les connaître tant qu'elles sont complètement valides, autonomes, indépendantes. Ils ont un café, là, pareil, qui est ouvert à tous, donc, et qui est très joli, très sympa, très agréable, donc ce qui fait que les habitants du quartier viennent aussi s'y promener. Ils ont un service de soins à domicile, donc un service d'évaluation à domicile pour évaluer la situation et pouvoir aider les personnes, et puis un service d'aide aux aidants. Et ils sont rattachés à un dispositif qui s'appelle Helpful Village, donc c'est les villages aidants, le village soutenant. C'est un système qui existe depuis 15 ans aux États-Unis avec 300 villages virtuels qui ont été créés. Et c'est un réseau d'entraide et de soutien local qui permet de connecter les habitants d'un quartier, que ce soit les personnes âgées avec des besoins de soutien ou des bénévoles, voilà, des voisins, des personnes du quartier qui ont envie d'être investis dans la communauté.
Et ils mettent en place en fait un système de conciergerie téléphonique, d'appel téléphonique, que la personne peut appeler à tout moment, jour et nuit, donc 24 heures sur 24, pour répondre à ces questions. Donc, c'est pas pour les questions médicales d'urgence, bien sûr, hein, ça, il y a le fameux 911 qui fait ça. C'est vraiment pour répondre à tous les besoins qu'on peut se poser quand on est âgé et qu'on est chez soi. Donc, euh, les problèmes de transport, donc il y a un système de transport qui est organisé, les systèmes, des problèmes de réparation, par exemple, une fuite sous l'évier, etc. Des problèmes avec l'organisation des soins à domicile ou pour mettre en place des soins à domicile. Toute demande est possible et imaginable, même parfois juste pour parler. C'est vraiment une ligne de survie pour aider les personnes âgées à rester chez eux. Et cette conciergerie, elle met en contact les personnes âgées avec des prestataires qui ont été sélectionnés. Donc, les personnes payent une adhésion. Là, c'était à peu près 1 000 $ par an, donc ça fait moins de 100 euros, à peu près 80 € par mois. Et donc, ça inclut cette conciergerie 24 heures sur 24, des sélections de commerçants locaux qui font des tarifs réduits, des soins à domicile, des réparateurs, etc. Donc, des tarifs un peu préférentiels. Ça peut prévoir un appel téléphonique quotidien, juste pour dire bah, bonjour Michel, comment ça va? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Enfin voilà, garder cette dimension socialisation que nous, on oublie un peu en allant plus sur le côté médical soignant, alors que cette dimension de lutter contre l'isolement, elle est quand même très intéressante. Il y a un système qu'ils appellent Médicopain. C'est des bénévoles qui peuvent vous accompagner à votre rendez-vous médical et vous aider à prendre des notes. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas un enfant qui peut venir au rendez-vous chez le neurologue, par exemple, ou chez le cardiologue, bah, parfois c'est difficile de vraiment comprendre ce qui a pu se dire, de s'en rappeler, on peut être stressé, etc. Et donc ce Médicopain, il vient avec vous à votre rendez-vous. Bon, ils ont aussi un système d'aide à la préparation en cas de tremblement de terre, qui est assez spécifique Ouais, pour en Californie, ouais. la Californie. Il y a un soutien juridique, il y a des connexions sociales, des accès privilégiés à des ateliers et des conférences, et les possibilités de louer du matériel médical. Donc, c'est vraiment répondre aux besoins de manière assez souple. Et puis, du coup, avec cette connexion, ce sentiment de ne pas être tout seul chez soi, de pouvoir rester plus longtemps, même quand ça commence à se dégrader. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et en plus, là, franchement, parce que tu disais au début, aux États-Unis, tout coûte cher. Mais 1 000 € par an, en fait, enfin 1 000 $, 1 000 €, ça paraît enfin carrément pas cher. Oui, Alors c'est pas après, très est-ce que, cher. Mm. c'est ça. Mais est-ce que, par exemple, fuite sous l'évier, est-ce que ça inclut, est-ce que tu payes après? Oui, oui, oui. Ouais, Ouais, d'accord. C'est le oui, service de oui. mise en relation et de C'est de gestion, ok. mise en relation. Parce que c'est Et vrai de que, gestion de disques de prix un peu réduit. Je pense qu'il y a des ouais, promotions pour les. d'accord. Oui, Oui, non, parce que c'est c'est vrai vraiment que, la personne, la facilitation, quoi. Et il y a un accès gratuit à des ateliers pour les membres. ok. Donc voilà, après des trucs, ça va être soit des ateliers en ligne, soit voilà, des accès à des cours, des choses qui sont mises en place par le centre lui-même, physiquement. Ça va être gratuit. Et il y a certains transports qui vont être gratuits, d'autres où ça va être moins cher. Donc, Non, c'est c'est voilà, vraiment ça reste, intéressant. c'est du domicile, donc les personnes restent chez elles. Mais et puis je trouve que cette dimension de socialisation, bon, il y en a plein, hein, j'en connais en France aussi, hein, par exemple le réseau APA, je sais qu'ils font ces appels de socialisation, et notamment après, ils l'avaient beaucoup mis en place pendant le Covid. Et puis là, depuis, ils avaient continué, par exemple. Mais dans les pays anglo-saxons, j'ai vu ça souvent. Ces bénévoles qui, du coup, sont chargés juste de passer un petit coup de fil aux personnes à domicile et de leur prendre de leurs nouvelles. En fait, s'ils n'ont pas d'enfants ou s'ils sont pas proches de leurs enfants ou si ils n'ont pas forcément de voisins, d'avoir quelqu'un qui s'enquiert de de comment vous allez, c'est très précieux, en fait. Ouais, et puis ben, on voit, c'est ce qui manque, c'est ce qui peut manquer en France. Alors, parce que quand il y a les enfants qui vont coordonner, ça va. Mais sinon, quand tu dis c'est saucissonné, bah, c'est vrai, il y a le SAD d'un côté, il y a le SIAD de l'autre. Alors aujourd'hui, on va vers la fusion des deux. Mais c'est vrai qu'une question pratique, maintenance de, oui, d'un véhicule, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que c'est au SAD de gérer, au Mm, SIAD? Bah, en fait, bof, pas trop. S'il n'y a pas d'enfants, et c'est là où tout peut devenir très compliqué. Et, mm. Et les arnaques de voir, voilà, et on va les appeler arnaques. Je pense que c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'ils ont ces partenaires dont ils vérifient la qualité.
C'est pour Ouais, éviter, et puis ils doivent négocier des prix, voilà, c'est pas parce que c'est une personne âgée que réparer l'évier, ça va coûter 10 fois plus cher que le prix normal, quoi. Je ouais, pense bien que sûr. c'est aussi pour ça, parce que c'est vrai que ça va vite, les personnes âgées à domicile, de se faire arnaquer. Et du coup, c'est rassurant aussi pour la personne. Mm. Le... Et aussi toute la notion de prévention. Alors, on est là-dessus aussi, hein, je pense que c'est le sujet de la conférence, par exemple, des financeurs. Comment on fait du maintien à domicile, comment on fait du maintien de l'autonomie pour rester plus longtemps chez soi. Mm. Là, on voit que bah, presque il n'y a pas le choix, parce qu'à 80 000, s'il n'y a pas l'aide Il y a sociale et tout, en intérêt fait, que il n'y a ça pas marche. d'autre option, Mm. quoi. C'est peut-être ça Ouais. aussi qui fait que c'est peut-être un peu plus structuré ou... Je pense, oui. Oui, oui, je pense que ça motive. Et j'ai oublié de parler d'une autre chose qu'ils font que je trouve intéressante, c'est que dans ce centre de service là, ils ont une bibliothèque de nouvelles technologies. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des capteurs, des robots sociaux, des iPads spéciaux aux personnes âgées que les personnes peuvent essayer chez elles. Et si ça leur plaît, du coup, après, ils peuvent les acheter. Ouais, Et les nouvelles technologies enfin, les compagnies peuvent venir et du coup, ça permet de connaître en fait les solutions disponibles. inclusion numérique, Mm. et puis après, autant c'est bien de mettre à dispo, mais c'est aussi comment on accompagne et comment on forme, en fait. Ouais. Et Et dans comment les on nouveaux services, encourage. voilà, et comment on encourage. Et dans les services qui sont proposés aux membres, il y a une fois par an une personne qui va venir leur parler ou vérifier leurs nouvelles technologies, genre enfin, je pense qu'on l'a tous eu, une grand-mère qui vous appelle, enfin votre grand-mère qui vous appelle pour dire ah ben je comprends pas la souris, je la bouge mais elle marche plus quoi. Hmm. Enfin et du coup d'avoir quelqu'un qui va venir tous les ans vérifier que votre antivirus il est à jour, que voilà c'est connecté, etc. Donc il y a quand même des services en plus qui sont proposés, c'est pas seulement une hotline téléphonique quoi. Ok. Et c'est regroupé, alors, tu disais c'est non lucratif, donc c'est une asso qui Mm. qui va chapeauter Ouais. l'ensemble, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Avec une forte participation des bénévoles. Voilà, c'est ça qui est différent aussi. Et du coup, des bénévoles constitués. Donc là, à Avenidas, ils disaient qu'ils avaient 130 bénévoles qui les aidaient, qu'ils ont souvent d'ailleurs des jeunes retraités, donc qui Hmm. rentrent aussi dans la démarche de prévention, mine de rien, parce que Mhm. un jour ou l'autre, ils vont vieillir. On a aussi tous vu des bénévoles voilà, qui basculent du côté euh, résident. Ouais, Et puis donc ce Helpful Village, là, ils ont aussi une app du voisinage. Et les personnes peuvent dire, ouais, par exemple, jeudi matin, j'ai besoin d'aller, je sais pas, à tel endroit. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Et du coup, les bénévoles peuvent répondre à ces demandes aussi. C'est vraiment un oh, système complet qui est c'est très malin, quoi. Bon, c'est la Silicon Valley, hein, donc ils sont forts sur les apps, les trucs. Mais ça ah oui. implique le voisinage, ouais. Ça responsabilise un peu tout le monde. Ce qui est, moi, je trouve quand même assez paradoxal, parce qu'on aurait tendance à dire que les pays occidentaux, chacun se replie sur lui-même, qu'il n'y a pas de cohésion et tout ça, que les Américains, bah, c'est toujours pire. Enfin, ou tu vois, ils ont toujours un temps d'avance là-dessus. Oui, ouais. Et en fait, on se rend compte que Non, non, ils non, sont très forts, ouais. Ouais. il y a peut-être plus de solidarité parce que Mm. le principe, alors hormis une asso, mais moi j'ai l'impression en France, tu veux faire ça, bah déjà, trouver des bénévoles, c'est pas gagné. Et puis emmener quelqu'un Oui, en voiture et tout ça, on va vite se poser la question, bah, et qui est l'assurance? responsable. Et du coup, on Oui, fait c'est plus rien. ça. Ouais. Ouais. Oui, alors que faut quand même partir sur la confiance. Faut quand même Ok. partir sur la confiance entre les personnes. Mais c'est aussi la culture protestante, je pense, où il y a beaucoup de bénévolat enfin, qui est recommandé. Et aux Pays-Bas, là où j'habite, c'est pareil, il y a aussi énormément de bénévoles. Ça marche. Bon, super. Bah, merci de nous avoir fait voyager aux États-Unis. Le mot de la fin, peut-être, si c'est quoi le prochain voyage ou comment on peut vous voilà regarder ce que vous faites. Il y a le site Alors, internet, vous pouvez mais nous suivre. Oui, on a un site internet, on a une page LinkedIn où on partage les retours des voyages d'études qu'on fait. Et puis là, dans les choses à venir qui vont être sympas, on va avoir effectivement l'Espagne, le système d'accompagnement des personnes âgées en Espagne ok. et des personnes handicapées au Pays Basque. Euh,
Et puis, on a aussi alors créé un site de voyage d'études virtuel Mm. qui, du coup, permettent aussi de partager des bonnes pratiques avec son équipe quand on n'a pas forcément les moyens de les emmener à l'étranger, de pouvoir regarder des vidéos ensemble. Mais de plus en plus, on a des équipes entières qui viennent et qui découvrent les structures. Et ça, c'est vraiment, ça pourrait être un sujet pour une autre fois, mais c'est vraiment super intéressant. Bah ouais. Non, mais c'est sûr, hein. Pouvoir juste aller voir, il y a une question d'ouverture d'esprit, voir ce qui se passe ailleurs. Et puis je pense que à la fin, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette logique de, bah en fait, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est juste l'approche qui est un peu différente, quoi. Complètement. Alors ça, on a tous les mêmes problèmes. Et malheureusement, personne n'a trouvé la solution miracle qui va résoudre tous nos problèmes. Donc, Ouais. on continue à réfléchir ensemble. Et puis en intégrant quand même la notion peut-être culturelle, j'imagine vraiment le Japon, on peut, et encore, peut-être que c'est un préjugé aussi, hein. C'est-à-dire que, Mais ils ont aussi beaucoup de personnes avec la maladie d'Alzheimer. Ils ont aussi des enfants ouais, qui déménagent qui sont plus à proximité. Ça ouais. ressemble, hein. Après, les solutions sont différentes. Il y a des nuances, mais globalement, c'est très proche. Super. Eh ben merci. Et puis peut-être à bientôt alors pour un Ah bah, avec voyage, je sais plaisir. pas si c'est Espagne, Pays-Bas ou encore à l'autre bout du monde. Super, merci beaucoup, au plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.